Donc du coup, nous, on va vous parler là sur le temps qui reste dans la matinée de changement climatique et d'autonomie à travers les résultats de deux projets. Bon, il y en aurait d'autres, mais de ces deux-là, qui ont entre autres travaillé sur la région Occitanie et sur le changement climatique et son impact sur les systèmes fourragers. Alors pour poser un peu le décor, on vous a mis là pour les différentes stations qui se trouvent en Occitanie, l'évolution de la température en moyenne en moyenne annuelle depuis 59, et c'est comparé à une référence. On voit donc bien, quelle que soit la station, un réchauffement sur toutes les stations. Ce réchauffement, il est de l'ordre de 0,3 degrés par décennie, donc depuis les années 60, ce qui n'est pas rien. Si on regarde au niveau du détail des saisons, ce qui n'est pas sur la diapo, on voit que le réchauffement, il est plus marqué au printemps. Enfin, il a été plus marqué au printemps et surtout en été, avec jusqu'à 0,4 à 0,5 degrés en plus chaque 10 ans. Maintenant, si on regarde la même chose au niveau des précipitations, alors les stations ont un peu changé, mais vous retrouverez celle qui est la plus proche de chez vous. Là, on voit un peu moins de, un peu moins de tendance. On a une légère baisse du cumul annuel, mais vraiment très légère. Ce qui domine, c'est surtout une très forte variabilité d'une année sur l'autre, encore plus marquée côté Languedoc-Roussillon d'ailleurs. Et cette variabilité, on va la retrouver à l'échelle saisonnière. Ceci dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de tendance sur les précipitations qu'il n'y en a pas sur la fréquence des sécheresses, puisque la sécheresse, c'est à la fois un manque de précipitations, mais aussi, ou bien, une augmentation de l'évapotranspiration, donc par le sol et les plantes, qui elle-même est fortement corrélée à la température. Donc ça, c'est pareil, c'est pas représenté ici, mais on peut mettre en évidence à partir de ces mêmes données une augmentation nette à la fois de la fréquence et de l'intensité des sécheresses sur la région Occitanie et donc depuis les années 60. Partant de là, si on veut aller dans le futur, il faut faire des hypothèses, donc des hypothèses au niveau mondial sur le développement socio, politico, économique de la planète. Donc ça, dans les derniers rapports du GIEC, ils ont établi 4 différents scénarios qui vont d'un scénario très vertueux avec mise en place de politiques climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Petite parenthèse, ce rapport a été publié en 2015 et aujourd'hui, ce scénario vertueux, il n'est pas loin d'être obsolète parce qu'il aurait fallu s'y mettre vraiment tout de suite. Donc on a 4 scénarios, je disais, partant de ce scénario vertueux jusqu'à un scénario sans aucune politique climatique, en passant par un scénario intermédiaire qui vise à seulement stabiliser les émissions. Cela étant, quel que soit le scénario dans lequel on se place, jusqu'en 2050, ils sont tous plus ou moins confondus sur une augmentation de la température en lien dans le prolongement de ce qui est déjà observé par le passé, même de façon un peu plus marquée. C'est qu'après 2050 que les prévisions diffèrent selon le scénario dans lequel on se place. Et ça peut aller, dans le cas où il n'y aurait aucune politique mise en place, jusqu'à un plus 4 degrés en fin de siècle pour la région Occitanie. Sur les précipitations, c'est pareil, on montre pareil que par le passé, on ne voit pas trop de tendance. Mais comme il y en a sur les températures, il y en a sur le TP, sur l'évapotranspiration, et donc il y a des fortes conséquences sur les sécheresses. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mené le projet Climalais, donc qui était un projet à la demande de l'interprofession laitière, donc du CNIEL, et donc on a mené l'Institut de l'élevage avec donc de nombreux partenaires, donc notamment les chambres dans chacune des zones qui ont été étudiées, l'INRA, Météo France, Arvalis et puis le BTPL. Donc dans chaque zone, qu'est-ce qu'on a fait Alors, dans chaque zone, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, on décrit la zone. Donc, voilà, j'arrive. Donc, quels sont les sols, quels sont les itinéraires techniques, quelles sont les évolutions climatiques attendues. Ensuite, on regarde, on verra tout de suite après comment on a fait ça, quels impacts ça peut avoir sur les cultures fourragères
Et à la fin, on intègre tout ça à l'échelle système avec le rami fourrager dont Guillaume nous a déjà parlé, et donc pour une année moyenne du futur et pour une année combinaison d'aléas climatiques qui posent problème aux éleveurs dans la zone. L'objectif étant d'aboutir à la fin sur des éléments, des questions de recherche pour des futurs programmes et aussi des éléments plus concrets, des résultats pour la sensibilisation des acteurs. Donc on a fait ce travail sur une vingtaine de zones en France et donc en Occitanie, la zone qui a été étudiée, c'était les coteaux du Tarn autour d'Albi. Alors, pour poser un peu le contexte, les impacts des évolutions climatiques sur la production fourragère. Donc, les paramètres climatiques qui évoluent, on a la température, donc jusqu'à un certain optimum, ce qu'on appelle un optimum thermique, qui est propre à chaque espèce. Si la température augmente, ça a un effet favorable sur la croissance de la plante et donc sur le rendement. Après, une fois cet optimum dépassé, par contre, l'effet devient négatif. La sécheresse a bien sûr un effet négatif, mais avec des différences de sensibilité entre les espèces, entre les variétés, entre le stade de développement. Le CO2, donc le CO2, on a vu, c'était un gaz à effet de serre responsable du changement climatique. C'est aussi le moteur de la photosynthèse. Et donc, son augmentation va faire que les plantes vont se retrouver dans un milieu qui n'est pas celui dans lequel elles sont habituellement. Et donc, plus de CO2 veut dire que peut impacter, s'il n'y a pas d'autres facteurs limitants par ailleurs, bien sûr, mais peut impacter que la photosynthèse soit plus efficace. Et il y a aussi des conséquences au niveau de la fermeture des stomates et donc les pertes d'eau par transpiration au niveau des feuilles. Donc, quelle conclusion à tout ça? On voit qu'il y a différents effets dans tous les sens. Et donc, pour aboutir à une conclusion, donc nous, ce qu'on fait, c'est d'utiliser, alors mes diapos avancent plus, voilà, c'est d'utiliser un modèle de culture. Alors le nôtre, enfin le nôtre, c'est pas le nôtre, mais celui qu'on utilise, c'est un modèle qui s'appelle Styx, qui a été développé entre autres par l'INRA et l'INRAE, et qui donc c'est un gros logiciel qui met la plante en plein d'équations. Et donc on lui donne en paramètres d'entrée des données climatiques, donc qui sont simulées pour le futur, les niveaux de CO2 associés à ces données-là. On décrit, donc dans Climalais, on le faisait en lien avec les personnes de la chambre en local dans chaque zone. On décrit les itinéraires techniques, on décrit les sols et il y a un certain paramétrage pour les différentes plantes qui est fait aussi. Et donc le modèle, à partir de tout ça, il va nous donner des rendements, les dates d'atteinte des différents stades, et il nous permet aussi de retrouver une répartition annuelle de la production, ce qui nous permet de tracer ces courbes de pousse de l'herbe, ou bien les baguettes, ou d'utiliser ça aussi pour fabriquer les baguettes de fourrage pour le rami fourrager, par exemple. Donc certains ont peut-être déjà vu ce genre de petites baguettes. Donc quelques résultats issus de ces simulations-là. Donc à partir de maintenant, tous les résultats de simulation que je vous montre sont issus des travaux qui ont été faits pour la zone d'Albi. Donc là, on a une courbe de production de prairies. On est sur un passé assez ancien, donc autour de 50-79. Donc vous voyez, une courbe de production assez classique. On est l'hiver, ça pousse pas. Au printemps, ça commence à pousser. On a un pic. Et puis, ça redescend. Un creux en été, ça repart un petit peu à l'automne. Et que si on avance dans le temps, donc là, la courbe verte, on est sur un passé un peu plus proche. La période actuelle, un futur proche et un futur lointain. Et que plus on avance dans le futur, plus on a un démarrage qui est précoce et qui est rapide. Et donc, alors c'est pas ça. Et donc plus d'herbes plutôt au printemps. Donc on a oui, un démarrage de plus en plus précoce et rapide, un creux d'été de plus en plus marqué, et un redémarrage à l'automne qui, pareil, est un peu plus marqué et aussi plus tardif. Donc on a cette courbe de production d'herbes qui se déforme de cette façon. Alors là, c'est Albi, mais en fait, ce qu'on a pu montrer dans d'autres zones en France, c'est que quelle que soit la courbe initiale, les déformations se font dans le même sens. On n'aboutit pas sur les mêmes courbes parce qu'on ne part pas du même niveau, mais ce double phénomène de décalage sur le printemps, creux d'été et rebond d'automne,
on le retrouve partout. Et donc, un démarrage plus précoce, et voyez les flèches, la pente est de plus en plus pentue, c'est-à-dire que la pousse de printemps de plus en plus explosive. Donc ensuite, partant de là, on s'est dit, ok, plus d'herbes plutôt au printemps, mais dans quelles conditions? Donc pour ça, on a regardé autour de la mise à l'herbe et autour du stade d'ensilage, quelles étaient les conditions de portance. On a fabriqué un petit indicateur pour calculer ça, je vous passe les détails. Ce qu'on voit dans ces graphiques-là, donc là, c'est des nombres de jours autour de la mise à l'herbe où on estime qu'on peut sortir les animaux. Alors, c'est calculé pour des vaches, du coup, il y en aurait forcément plus pour des plus petits animaux. Et là, c'est autour de l'ensilage, le nombre de jours où on peut passer un tracteur. On voit qu'il n'y a pas grand-chose à voir et que donc on n'a pas vraiment de tendance, on n'a pas d'évolution claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avancer dans le temps, on va avoir un décalage de la pousse de l'herbe de plus en plus tôt au printemps, mais avec autour de ça des conditions qui resteront plus ou moins similaires à ce qu'on a actuellement. Donc des années où on pourra exploiter cette herbe plus tôt et des années où on ne pourra pas, un peu comme on a déjà maintenant, sauf que ce sera un peu plus tôt. Avec la petite différence qui est quand même les deux flèches de tout à l'heure, qui nous disent que dans le futur, si la pousse est plus rapide, les stades vont arriver plus vite, et donc des années où on pourra exploiter sa prairie au bon moment, des années où on ne pourra pas, et par contre, comme aujourd'hui, par contre, entre-temps, l'évolution se fera plus rapidement. Alors, on a fait la même chose sur la luzerne, je vais passer plus rapidement. Là, ce qu'on a représenté, c'est du rendement cumulé pour de la luzerne en sec et en irrigué. À Albi, pareil. Et donc là, c'est pareil. On a une... Enfin, c'est pareil, non, c'est pas pareil. On a une augmentation en tendance des rendements avec une grande variabilité, vous voyez, autour de la tendance. Ça s'explique, un peu comme pour la prairie d'ailleurs, ça s'explique parce que au printemps, finalement, on va avoir, si on regarde ce que nous disent les prévisions climatiques, au printemps, on a des conditions qui sont globalement favorables. On a des températures qui augmentent, mais tout en restant quand même assez modérées, donc en dessous de ce qu'on appelle l'optimum de chaque espèce, donc dans sa gamme dans laquelle elle est confortable. On a quand même on a encore de l'eau parce qu'on sort de l'hiver. Et puis, ça c'est toute l'année, on a une augmentation du CO2 qui, à ce moment-là, peut s'exprimer puisqu'elle n'est pas coincée par autre chose. Donc c'est en partie ça qui explique cette tendance sur la luzerne. Si on regarde là, donc vous avez en bleu, c'est la première, donc ça c'est la première coupe. En bleu, c'est le rendement de cette première coupe. Et en orange, c'est la date à laquelle on peut la faire. Donc, vous voyez, pour un rendement stable ou en légère augmentation, on peut faire cette coupe de plus en plus tôt, ce qui en fait va du coup décale toutes les autres coupes derrière. Donc sur le maïs, donc c'est la même méthode. On a simulé un itinéraire technique qu'on a appelé actuel, qui correspond à peu près à ce qui se fait actuellement en moyenne dans la zone. Et on a fait une adaptation aussi de ça avec plus précoce semé plus tôt. Ce qu'on voit et qui peut paraître assez étonnant sont des rendements en tendance assez stables, voire en légère augmentation, mais là si on regarde dans le détail, l'augmentation elle est liée à des très bonnes années sur la fin de siècle qui tirent un peu la courbe, mais en fait on a surtout au-delà de la tendance, on a surtout une très grande variabilité entre les années, avec oui des très bonnes, mais aussi des très mauvaises, surtout en sec. Une autre chose qu'on a regardé, c'est les évolutions des dates d'atteinte des différents stades. Donc là, les petits bâtons, en bas, c'est la date de floraison, en haut, c'est la date de récolte. Et on voit que plus on avance dans le siècle, plus ces deux dates d'ailleurs, se rapprochent. Enfin, s'avancent plutôt dans l'année. Voilà.
Donc face à ça, on a fait une réunion avec un groupe d'éleveurs dans la zone autour d'Albi. On a pris une exploitation assez typique un cas qui se voulait représentatif de ce qu'il y a dans la zone. C'est un truc plus ou moins un peu générique, quoi, avec une centaine d'hectares de SAU, la moitié en SFP, cinquantaine de vaches. Et puis on l'a confronté, on l'a calé dans le passé, on l'a emmené dans un futur moyen et on l'a confronté à une combinaison d'un printemps pluvieux et d'un été sec. Et face à ça, on a demandé, on a mis ça dans le rami fourrager et on a demandé au groupe de réfléchir à quelles pourraient être les solutions face à cette combinaison d'aléas climatiques. Alors, on a eu des solutions qu'on peut qualifier de solutions d'urgence. Acheter des fourrages, utiliser de la paille dans les rations. Alors, ça plutôt pour les animaux à plus faible besoin. Ensiler du maïs grain ou ensiler des céréales. Si les céréales, c'est si on s'y prend assez tôt. Et puis aussi réduire les besoins, c'est-à-dire anticiper les réformes ou réformer sans engraisser. Et après, un autre bloc de solutions qui étaient plutôt des solutions qui s'anticipent ou bien qui permettent de reconstituer un stock l'année suivante, comme semer des dérobés, développer de la luzerne ou adapter la composition des espèces et des variétés dans les prairies ou aussi adapter les périodes de vélage. Donc, on a donc des solutions court terme, des solutions un peu plus long terme, et parmi ces deux blocs de solutions, certaines qui concernent plutôt les fourrages, donc plutôt l'offre fourragère plutôt l'offre fourragère en fait, et d'autres qui concernent plutôt les besoins des animaux et plutôt le volet zootechnique. Voilà pour ça. Alors, petite parenthèse, c'est pas dans Climalé, mais c'était parler un petit peu quand même de l'impact du changement climatique sur la qualité des fourrages. Alors, on a parlé d'augmentation de CO2, on a parlé de son impact sur le rendement. Ça a aussi un impact sur la quantité d'azote et la quantité de sucre dans les plantes, donc avec moins d'azote et plus de sucre. Et par contre, pas d'effet sur la digestibilité, d'après ce que nous dit la biblio. L'augmentation des températures et l'augmentation du CO2, ça favorise aussi les espèces qui fixent l'azote, donc les légumineuses, par rapport aux non fixatrices. Et donc, cette diminution de protéines d'azote et de protéines chez les non légumineuses, elle pourrait finalement être compensée au niveau de la prairie dans son ensemble par une augmentation attendue de la part des légumineuses. Donc, en résumé de cette partie-là, de ces simulations de culture, pour les prairies, on a vu une forte déformation de la courbe de pouce, ce qui est une accentuation du creux d'été, une hausse globale des rendements essentiellement sur le printemps, la possibilité de mettre à l'herbe plus tôt, ce qui est potentiellement un gain, mais avec la nécessité d'affourager davantage en été, et donc dans les systèmes herbagers, la nécessité d'accroître le ratio de fauche au printemps dans des conditions qui seront, comme actuellement, parfois un peu difficiles. La luzerne, comme d'autres légumineuses, elle s'en sort plutôt bien. Le maïs, lui, il raccourcit son cycle, ce qui fait qu'il arrivera souvent à passer son stade de sensibilité au stress hydrique avant la sécheresse et au final s'en sort mieux que ce qu'on aurait pu intuiter au départ. On n'en a pas parlé, mais on a aussi des opportunités pour d'autres cultures, donc des métailles, des dérobés, etc. Avec pour l'ensemble des rendements qui sont en hausse en tendance, principalement liés à l'effet CO2, mais avec des aléas qui sont toujours aussi importants, voire même en hausse eux aussi. Face à ça, des solutions sont possibles. Bien souvent, elles existent déjà, surtout finalement chez nous, où on a quand même une certaine habitude des aléas climatiques et de la sécheresse. Et ne pas oublier non plus les impacts directs du stress thermique sur les animaux, parce que, alors, effectivement, le changement climatique a des effets sur la production des cultures fourragères, mais il a aussi des effets directement sur les animaux. Et donc, j'en ai fini et je vais laisser la parole à Benoît. Je ne sais pas le temps que j'ai pris et je ne sais pas comment je fais pour départager. Comme ça, Je vais peut-être peut-être. prendre la main. Je te donne la main, Benoît. Donc, il est 11h22. On a jusqu'à 11h45, 50 pour terminer les présentations et donc les questions. Très bien. Alors, je vais afficher mon écran.
Voilà. C'est bon là? C'est nickel. Donc, bon, bonjour à tous. Moi je m'appelle Benoît Delmas. Je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Et moi, je vais vous parler plutôt d'un projet qui s'intitule AP3C, adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Alors, c'est un projet qui est porté par les chambres d'agriculture à l'échelle du Massif central, par le biais notamment d'un service interchambre qui s'appelle le CIDAM. Donc, c'est un projet, si on le ramène à l'échelle Occitanie, qui concerne uniquement les départements du Lot, de l'Aveyron et de la Lozère, donc le nord de l'Occitanie. Donc, pour résumer un petit peu les finalités du projet, c'était de présenter un peu ce projet, il s'est réalisé et il se réalise encore en 3 phases. Une phase autour des approches climatiques, une autre phase sur les approches agronomiques, c'est-à-dire qu'on a traduit un peu les données climatiques et au niveau de l'impact que ça pouvait avoir sur les différentes ressources fourragères du massif. Et une fois qu'on a un peu regardé ce qui se passait au niveau des ressources, on a regardé un peu ce qui allait se passer au niveau des systèmes, notamment en utilisant les cas types qui sont utilisés dans le cadre des réseaux d'élevage. Donc, bon, ma présentation, elle sera un peu en 3 temps comme ça. Donc, ce que je voulais dire au niveau de l'approche climatique, on a utilisé, alors il y a un météorologue de Météo France qui a été mis à disposition des chambres d'agriculture pour faire ce travail-là de projection climatique. Il a utilisé les données météo de plusieurs stations du massif. Donc là, la carte, là, ça vous présente un petit peu toutes les stations météo qui ont été utilisées. Il y a des stations un peu de bordure, là, notamment sur le Tarn, l'Hérault et l'Aude, qui ont été utilisées, mais uniquement pour vérifier certains résultats. Donc c'est essentiellement les stations qui ont des triangles noirs et rouges, qui ont été noirs et rouges, oui, qui ont été utilisées. Donc c'est des stations aussi qui avaient des gros historiques en termes de données de température, de pluviométrie et de TP. Donc juste un mot, le météorologue il a travaillé sur un modèle météo qui utilise les observations du passé et aussi les scénarios du GIEC. Et par contre, il a fait tourner un modèle un peu aléatoire de météo pour faire sortir des données météo futures. Donc en fait, il y a tout un jeu de données météo qui sont disponibles dans ce projet-là. Sachant qu'au niveau météorologique, on s'est arrêté à 2050. Pour plusieurs raisons. Pour les raisons qu'a évoquées Aurélie, notamment, c'est que les scénarios du GIEC, à la rigueur, se tiennent à peu près jusqu'en 2050. Et après, à partir de 2050, en fonction des hypothèses qui sont notamment d'émissions de gaz à effet de serre, on peut avoir des divergences et des sacrés écarts à l'horizon au-delà de 2050. L'autre raison de travailler aussi à l'horizon 2050, c'est que c'est un horizon, enfin c'est une échelle à la rigueur à laquelle on peut travailler avec des éleveurs et des agriculteurs. En 2050, les agriculteurs d'aujourd'hui seront encore là. Donc on peut travailler déjà sur des adaptations et des aléas qui leur parlent, quoi. Donc au niveau climatique, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais aller très vite parce que Aurélie a déjà montré des choses. Donc entre 2000 et 2050, si on regarde les aspects température, on observe une élévation qui court à peu près entre 1,8 et 2 degrés. Donc c'est ce que disait Aurélie, c'est à peu près les mêmes résultats au niveau de température. Là, il y a une petite nuance, nous, qu'on a tendance à dire qu'on observe une élévation de température d'environ, on va dire, 2 degrés sur cette échelle-là. Mais il faut peut-être distinguer des fois les saisons, en fait, parce que l'élévation de température, certes, elle est de 2 degrés sur une température moyenne annuelle, mais elle est bien plus marquée sur le printemps et l'été. Donc ça, c'est le graphe là que je vous présente. C'est sur la station de Millau, dans le sud d'Aveyron. Donc c'était pour montrer un petit peu, bon, vous avez une courbe, différentes courbes de janvier à décembre qui montrent les températures mensuelles annuelles. Donc la courbe Bordeaux en bas, c'est celle de 2000. Et la courbe orange tout en haut, c'est celle de 2050. Ce sont des températures moyennes. Donc, c'est pas les températures de 2050 ou de 2030 ou 2040 que vous
observer, ce sont des moyennes qu'on pourrait observer. Donc ça ne tient pas compte des variations interannuelles. Mais il y a une tendance d'élévation de la température qui est bien plus marquée sur le printemps et l'été. Sur la station de Millau, on pourrait considérer qu'au printemps, on est plutôt à une élévation de température de 2,5 degrés entre 2000 et 2050. 2,5, voire au-delà à l'été même. L'été est plutôt 1 degré, 1 degré et demi sur l'automne. Donc c'était juste pour montrer que quand on dit une élévation de température de 2 degrés, il faut peut-être distinguer un petit peu ce qui va se passer en fonction des saisons. Un autre graphe qui sort un petit peu du projet AP3C, c'est le nombre de jours où la température journalière va dépasser les 30 degrés. Sur la station de Millau, toujours. Alors, station de Millau, c'est une station quand même qui est bien au sud du Massif central. Elle est à 750 mètres d'altitude quand même, parce qu'elle est plus, pour ceux qui connaissent, c'est une station qui est au niveau du viaduc de Millau, en fait. Elle n'est pas à Millau, donc elle est plutôt assez haute en altitude finalement. Mais quand même, quand on regarde ce critère-là, c'est assez frappant parce que quand on regarde le nombre de jours supérieur à 30 degrés, entre 2000 et 2050, on triple quasiment le nombre de jours où la température va dépasser les 30 degrés. Donc ce sont des critères comme ça qui ont été calculés dans le cadre du projet AP3C pour plusieurs stations météo. Il y en a toute une batterie, je vous en montre que quelques-uns. Donc c'est des données qui sont accessibles. Et après, on faudra passer après par les animateurs départementaux pour pouvoir accéder à ces données-là. Donc, pour revenir à ce graphe-là qui montre des températures supérieures à 30 degrés, on peut déjà supposer des impacts sur les cultures. Au niveau de la pluviométrie, la tendance qu'on observe, nous, dans les données de projection à l'échelle 2050, c'est que la pluviométrie diminue légèrement ou du moins se stabilise au niveau annuel. Donc, on voit qu'il y a un effet peut-être un peu plus sur le sud du Massif central, plus marqué de baisse de pluviométrie. Donc, le graphe, enfin, la carte que vous voyez, c'est une sorte de courbe iso-pluviométrique, on peut appeler ça comme ça, de baisse de la pluviométrie annuelle. Donc, elle n'est pas énorme à l'échelle de l'année. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt une histoire de répartition de pluviométrie. Là, on revient toujours à la station de Millau dans le sud d'Aveyron. Si on regarde la pluviométrie dans cette station-là, entre 2000 et 2050, on passe en 2000, on était au-dessus de 700 mm et en 2050, on est plutôt autour de 675 mm. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu plus la répartition des pluies. Donc ce graphe-là, il vous montre un peu la répartition des pluies supérieures à 10 mm. Donc ça, c'est un choix qui a été fait pour montrer un petit peu l'impact. On considère quand même que c'est les pluies de plus de 10 mm qui marquent un petit peu plus au niveau humidité des sols. Donc on voit, en fait, si on regarde la courbe de 2000 ici, et à l'inverse, la courbe de 2050, on aurait tendance à observer en fait un petit décalage de pluie, des pluies notamment importantes, vers la fin de l'été et l'automne. Donc, je ne sais pas si sur cette station-là, c'est peut-être pas le cas sur toutes les stations, mais en tout cas sur les stations du sud Massif central, on observe un peu ce qu'on pourrait appeler presque une méditerranéisation du climat, donc vers des pluies un peu plus fortes sur l'automne. Donc, voilà, je vous ai présenté quelques données météo. Il existe aussi des données météo autour de l'évapotranspiration. Donc forcément, l'évapotranspiration est influencée par les températures. Donc, si on nous montre des élévations de température, il y a des élévations aussi d'évapotranspiration. Donc, ces données climatiques, elles ont été traduites un petit peu pour essayer de montrer l'impact sur les ressources au travers d'un travail qui a été fait de calcul d'indicateurs agroclimatiques, des IAC, on appelle ça. Donc, les IAC, en fait, ça peut être un mix de plusieurs données météo qu'on essaye de transformer en données, un indicateur qui peut parler sur la conduite des cultures. Alors, comme on a travaillé à l'échelle du Massif central, on a travaillé beaucoup sur les prairies et l'herbe quand même. Donc, on a calculé en tout 30 indicateurs agroclimatiques. Et il y en a pratiquement 16 ou 17 qui sont sur l'herbe. Donc, on a pris des indicateurs sur les céréales, le maïs et même un sur la vigne, qui sont essentiellement des cumuls de température. Alors, par exemple,
un indicateur, ça peut être des dates de mise à l'herbe. Alors nous, on a choisi le stade de repère de 250 degrés jour de cumul à partir du 1er février. Donc ça peut être un indicateur, c'est comment évolue ce seuil jusqu'à 2050. Par exemple, sur céréales, on peut utiliser comme indicateur le nombre de jours où la température va dépasser les 25 degrés, ce qu'on appelle ça un peu l'échaudage sur céréales, entre le 15 mai et le 20 juillet. Donc voilà, ça c'est un indicateur. Voilà 2 exemples d'indicateurs qui peuvent être réalisés dans le cadre de ce projet. Moi, je ne vais pas vous en montrer 10, hein, je vais vous en montrer un ou deux. Pour comprendre un peu aussi la philosophie de ces calculs-là, c'est que ces indicateurs, en fait, ce sont des projections aussi. Donc on peut en faire, comment dire, ils sont présentés, voilà, les indicateurs sont présentés toujours de la même façon. On les présente de 1980 à 2050. Alors l'intérêt de regarder 2180, c'est que de 1980 à 2015, on a les valeurs réelles, donc ça correspond au petit point gris là que vous pouvez voir. Et ensuite, avec les projections climatiques qui ont été réalisées, on peut faire des courbes, enfin tracer les tendances en fait. Alors ce qui est intéressant dans l'explication de ces indicateurs, c'est qu'on peut, par exemple, observer des courbes médianes et aussi des projections qui intègrent aussi des notions de déciles. Donc des déciles 1, 2, 8, 9. Alors comment on peut lire les courbes? C'est que par exemple, si on prend cet exemple-là, qui est une station, je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est l'indicateur agroclimatique qui s'intitule le stade d'atteinte de 200 degrés jour à partir du 1er janvier. Ça, c'est un indicateur qui est utilisé sur prairie pour piloter le premier apport d'azote. Donc, comment évolue cet indicateur-là? Pour lire la courbe suivante, on va regarder l'évolution de la médiane et de la moyenne, mais on peut aussi observer le décile 1 ici et le décile 2 en bas, c'est les courbes rouges et oranges. Alors, comment on interprète un décile? Ça veut dire que le décile 1, ça veut dire qu'il va être, c'est une valeur qui va apparaître une année sur 10. Et donc là, on est plutôt sur les années, on va dire, précoces, en rouge et orange. Et ici, en violet et bleu, on est sur les déciles 8 et 9, qui sont les déciles qui correspondent à des années un peu plus tardives. Donc, comment on lit ces courbes-là? C'est que quand on se situe, je dirais, entre le décile, ici, le décile 2 et le décile 8, on peut dire qu'on est sur 80% des années qui se situeront entre ces deux valeurs. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, c'est une indication qui nous a beaucoup intéressé dans la P3C parce que ça renvoie aussi à des notions d'aléas et de répétition et de risque. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair sur des indicateurs suivants. Donc là, on change un peu de station météo. On est sur la station de Salle-la-Source à côté de Rodez. C'est la station qui est sur l'aéroport de Rodez. Alors là, on a un indicateur qui pose sur l'atteinte des 250 degrés jour à partir du 1er février cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est un repère qu'on utilise pour piloter les mises à l'herbe. Et qui sont un indicateur qui est très utilisé aujourd'hui dans les zones herbagères. Donc par exemple, là, on regarde comment évolue cet indicateur entre 1980 et 2050. Donc si on regarde entre 1980 et 2015, ici, ce sont les valeurs réelles, donc on voit déjà qu'il peut y avoir de sacrées variations. Et on voit une tendance à la précocité qui va apparaître jusqu'en 2050. Donc en 2050, on peut considérer que la date moyenne de mise à l'herbe, c'est-à-dire la date moyenne d'atteinte des 250 degrés jour, sera autour du 10 mars, alors qu'on était autour du 20 mars en 1980. Alors, ce qui peut être intéressant là, à regarder, c'est que les années très précoces, c'est-à-dire les déciles 1 et 2, qui seront atteintes, on va dire, décile 1, c'est une année sur 10, et décile 2, c'est 2 années sur 10. Et bien, les années très précoces, on se situera autour du 4 mars. Et à l'opposé, les années tardives, en 2050, on sera autour du 18 mars. Voilà, donc il faut lire un petit peu ces graphes de cette façon-là. Alors ça, ce sont des indicateurs qui ont été calculés uniquement avec des données de température. Il existe des indicateurs agronomiques qui mixent plusieurs données. Alors là, voilà, un indicateur qui mixe des données de pluviométrie et d'évapotranspiration et aussi de température. Alors pour expliquer cet indicateur-là, on l'a intitulé
période sèche de la mise à l'herbe à l'ensilage. Alors, période sèche, comment on arrive à estimer une période sèche? On a utilisé un repère qui est tout simplement le repère entre le ratio entre la pluviométrie et le TP, ici, en ordonnée. En clair, ça c'est une méthode qui a été mise au point par De Montard de l'INRA de Clermont-Ferrand. On considère que quand la pluviométrie est équivalente à l'ETP, donc on est autour de 1, on est sur des années, je dirais, normales, voire fraîches. Et quand ce ratio commence à passer la barre des 0,66, c'est-à-dire quand la pluviométrie ne représente moins de 2/3 de l'ETP, on commence à rentrer dans des tendances sèches. Donc quand on est en dessous de cette barre rouge là que j'ai dessinée, on est sur des tendances sèches. Donc comment évolue ce ratio entre 1980 et 2050? Donc en 1980, on est entre 1,29 et en 2050, on est autour de 0,84. Donc sachant que c'est un ratio qui est calculé on l'a calculé entre la période de mise à l'herbe et l'ensilage. Pourquoi on a choisi cette période-là? Parce que c'est une période qui correspond quand même à où le potentiel de pousse des prairies est important et c'est là où se fait un peu les rendements des premières coupes. Donc en mixant un petit peu les indicateurs météo, on arrive à calculer des tendances un peu plus ou moins sèches en fonction quand on s'avance dans le temps. Donc pour cet indicateur-là, on observe quand même une tendance vers des périodes de plus en plus sèches. Donc si on regarde un petit peu la barre rouge, je veux dire en 1980, on était plutôt sur un printemps sur 5 à tendance sèche. En 2050, on sera plutôt à un printemps sur 3, voire même, je dirais même un peu plus, parce qu'on se rapproche ici de la barre verte, qui est la médiane en fait, où il y a quasiment une année sur 2 où on sera sur des printemps à tendance sèche. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, cet indicateur-là nous a servi beaucoup, nous, pour notamment essayer avec les agriculteurs d'estimer, de voir comment les rendements allaient évoluer dans le temps. Voilà. Donc, si on est sur des printemps de plus en plus secs, on peut estimer quand même que les rendements des premières coupes vont être affectés. Et c'est un peu par le biais de cette approche-là qu'on a essayé aussi de traduire un petit peu les évolutions de rendement qu'on va avoir à l'horizon 2050. On n'a pas forcément utilisé des outils de modélisation comme l'a présenté Aurélie. On a préféré travailler avec des données existantes, c'est-à-dire qu'on a regardé, nous, qu'est-ce que ça voulait dire un printemps sec déjà, depuis 1980, quels ont été les rendements observés quand on a eu des printemps secs, et on a pris l'hypothèse qu'en 2050, eh bien, la fréquence des printemps secs allait augmenter, et donc ça allait affecter les rendements. C'est un peu, on a fait une sorte de moyenne pondérée en fait, des rendements. Alors, il faut savoir aussi que à l'échelle du Massif central, il y a tout un travail qui date pratiquement de 15 ans de mesure de courbes de croissance de l'herbe. Donc, on a aussi des données, nous, concrètes, mesurées sur des courbes de croissance de l'herbe, qui sont réalisées beaucoup aussi par nos collègues des régions Auvergne et Limousin. Donc, ce sont un travail qui a permis aussi de regarder un printemps sec, un été sec, qu'est-ce que ça donnait en termes de courbe de pousse de l'herbe. Donc on a regardé le passé et on a un peu projeté un petit peu sur l'avenir. Et 2050, c'est des fréquences de sécheresse un peu plus importantes. Alors, au niveau agronomique, voilà, enfin, il y a tout un travail qui a été fait. Les indicateurs, il y en a 30, je ne vous les montre pas, mais je répète qu'ils sont largement accessibles et vous pourrez y accéder à la demande. Pour arriver à l'approche système, donc on a fait un travail plutôt au travers de l'évolution de cas types. Alors les cas types, pour ceux qui connaissent, c'est les descriptions de systèmes à l'échelle assez représentative de ce qu'on peut rencontrer à l'échelle de nos régions. Il n'y en a pas que sur le Massif central, il y en a partout en France. Donc on a fait le choix de travailler sur plusieurs cas types à l'échelle du Massif central. Donc là, vous voyez la carte un petit peu de différents cas types qui ont été testés. Alors on les a testés comment? C'est-à-dire qu'en fait, on a réuni des agriculteurs qui correspondaient un petit peu à ces systèmes et on leur a montré un peu les résultats climatiques et agronomiques.
Et on les a fait un peu, on a bossé ensemble sur les leviers, tout ce qui pouvait être mobilisable dans leur système. Donc voilà, en termes de, ça représente une 22, oui, un tout, il y a eu 22 groupes et à peu près 19 cas étudiés. Alors, quand on travaille avec les agriculteurs, on a essayé aussi de dresser un peu un panel des différents leviers, des différentes adaptations qui pouvaient être mis en œuvre dans leur système. Alors, on les a classés en deux grands groupes. D'un côté, les leviers qui touchent à la limitation du besoin du troupeau et à la meilleure répartition du besoin du troupeau. Et de l'autre côté, tout ce qui touche à l'offre fourragère, à la diversification des cultures, à l'adaptation des cultures aussi et des assolements pour s'adapter au changement climatique. Alors, les listes, ce que je vous montre là, c'est plutôt le travail des différents groupes, quoi. C'est pas exhaustif du tout, mais il y a certainement plein d'autres pistes qu'on doit observer. Donc, au niveau de la limitation du besoin du troupeau, rapidement, on peut dire que on peut commencer par réfléchir à qu'est-ce qui peut limiter les besoins du troupeau. Donc, limiter les facteurs d'improductivité, c'est-à-dire peut-être réfléchir déjà dans un élevage si il y a des animaux improductifs, s'il y a des animaux finalement qui consomment des fourrages et qui pourraient être, est-ce qu'ils ont besoin d'être là en fait. Il y a des travaux qui peuvent, il y a des leviers qui tournent autour de la modification de la conduite des animaux, de la réduction de certains cycles. Finalement, l'idée ce serait de baisser le nombre d'UGB sans forcément baisser la productivité et le produit de l'exploitation. Il y a des travaux qui touchent autour de la modification de la répartition des périodes de vélage. Il y a de la recherche de la précocité à l'engraissement. Là aussi, c'est d'engraisser des animaux peut-être encore plus jeunes. Il y a tout ce qui touche autour du bien-être animal. Donc, on l'a dit, il ne faut pas oublier l'impact du changement climatique sur le bien-être animal et la chaleur qu'il peut y avoir. Donc, il y a des travaux à mener aussi, des leviers autour des bâtiments, de l'abreuvement, etc., pour améliorer le confort des animaux. Il y a des leviers autour de la diminution du cheptel, mais ce n'est pas forcément celui qu'évoquent en premier les éleveurs. Donc voilà, ça c'est encore une fois, hein, il y a certaines d'autres pistes qui ont été qu'on a oubliées, mais c'est celles en fait qui ont été un peu recensées par les éleveurs au travers des groupes qu'on a suivis. En ce qui concerne l'adaptation de l'offre fourragère et au niveau de la diversification des cultures, on peut le voir de plusieurs façons. On peut augmenter les surfaces fourragères. Alors, on peut augmenter les surfaces fourragères si on veut, peut-être au détriment des surfaces en culture. On peut acheter du fourrage aussi. Ça, c'est un choix qui est fait aussi dans certains cas. On peut, après, il y a des leviers autour de l'implantation des dérobés, de toutes les cultures aujourd'hui. On pourrait dire qui résistent peut-être mieux au changement climatique, ou d'eau chaude l'été notamment. Des dérobés aussi, pour finir, qui permettraient peut-être de récolter plus tôt aussi des fourrages. Je pense notamment aux métailles fourragées aujourd'hui qui apparaissent quand même beaucoup. Il y a bien sûr l'introduction de légumineuses, comme l'a dit Aurélie, on sait que les luzernes, notamment, ce sont et comme elle l'a montré, notamment, c'est que ce sont des cultures qui permettent d'encaisser mieux le changement climatique aujourd'hui que peut-être des graminées. Il y a tous les leviers autour de l'adaptation des espèces au travers des prairies et tout le travail qui est mené aujourd'hui au travers des prairies à flore variée ou des prairies multi-espèces qui quand même permettent d'avoir des prairies qui encaissent mieux les aléas climatiques. Il y a des questions autour de l'optimisation du potentiel de production parce que, comme on se dit, si on observe une précocité de plus en plus importante de la pousse de l'herbe, eh bien, en effet, on peut peut-être se poser la question de comment optimiser notamment la pousse de l'herbe très tôt au printemps, par de la fertilisation, par aussi des modes de récolte plus adaptés. Alors, au-delà du mode de récolte, il y a bien sûr comment aller chercher de l'herbe plus tôt, par le pâturage. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier tous les travaux qui sont en cours sur
l'amélioration de la réserve en eau des sols. On peut penser à tous les projets qu'il y a autour de la limitation du travail du sol, la mise en place de couverture du sol, tout ce qui touche aujourd'hui à l'agroforesterie. Tous ces travaux-là qui permettent de se poser la question, à un moment donné, comment on peut limiter l'évaporation de nos sols. Et bien sûr, après, il y a les travaux qui touchent autour de l'irrigation. Les fauches précoces, l'agrandissement de la SFP. Et donc, voilà, encore une fois, c'est comme pour les aspects troupeaux. Là, on est sur une sorte de classification un peu des grands leviers. Et on va voir un peu l'impact que ça pouvait avoir. Donc, le travail qui a été fait dans le... Juste pour information, si tu peux finir en 2 minutes, il nous reste beaucoup de temps. Il va être 50, juste le temps qu'on finisse et tu as 2 questions qu'on puisse répondre. Ouais, c'est bon, je vais finir. Merci. Donc, pour finir, donc juste, je vais aller assez vite parce qu'il y a des simulations qui ont été faites derrière, un petit peu des différents leviers au travers des cas types, quoi. Ce que je peux dire rapidement, c'est que si on applique des leviers, je dirais basiques, caricaturaux, comme l'achat de fourrage ou la baisse des UGB, généralement, ça impacte les résultats des exploitations. Donc, les simulations qui ont été faites, là, vous voyez un graphique qui concerne les bovins viande, mais quand on simule l'achat compensatoire, juste, on simule une baisse de rendement et on achète pour compenser, bon, ben forcément, le BE est impacté, quoi. Ça paraît basique ce que je dis, mais en tout cas, on n'a pas testé que ça. Après, ce qu'on a réalisé dans les approches plus système, c'est de faire un travail sur les différents leviers et on s'aperçoit que quand même, quand on commence à mixer les leviers, on arrive à limiter un petit peu l'impact du changement climatique. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir un petit peu. Je rentre pas forcément, tant pis, dans toute la ligne de diapo, mais ce qu'il faut retenir de ce travail-là, c'est que on a fait un travail de projection sur le système à conjoncture économique et politique constante, c'est-à-dire qu'on a travaillé que sur les 2018. Et nous, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'horizon 2050 sur ces sujets-là. Ce qu'il faut retenir par rapport au projet AP3C, c'est qu'on voit bien que si on arrive à combiner les pistes, on arrivera les pistes et les leviers dans un système, on pourra arriver quand même à limiter l'impact du changement climatique. Il ne faut pas oublier que quand même que le changement climatique, c'est pas quelque chose qui impacte. On le travaille à l'échelle d'un système fourrager, d'une exploitation, mais il faut quand même voir que le changement climatique sera un impact aussi important à l'échelle des filières et des territoires. Donc, ce matin, on a évoqué des notions d'autonomie à l'échelle des territoires, mais quelque part, le changement climatique, il faudra aussi l'évoquer à ce niveau-là, quoi. Donc après, quand on travaille avec les éleveurs sur ce sujet-là, il n'y a pas de solution de recette miracle. C'est des solutions un peu à la carte. Et on voit bien que chaque exploitation a déjà mis en œuvre des choses. Et c'est ça aussi la conclusion de ce travail-là, c'est que d'une part, on a, pour assurer les agriculteurs vis-à-vis du changement climatique, parce que ça peut être assez de travailler là-dessus, il faut les rassurer en leur disant quand même que le changement climatique, c'est quelque chose qui existe depuis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ils sont déjà impactés depuis, on va dire au moins 30-40 ans, depuis les années 60-70. C'est un changement qui est déjà en cours à cette échelle-là. Ils ont déjà engagé des choses chez eux. Et donc, ça permet aussi de regarder un petit peu, de prendre un peu de recul et s'apercevoir quand même que dans leur système, des choses qui sont encore là, il y a des choses qui sont déjà mises en œuvre. Voilà. Donc, je prends les questions maintenant. Donc, Aurélie et moi, on est là pour. Donc, une première. Merci Benoît. Une première question, ou plutôt réflexion pour Aurélie Madrid. Donc, attention, une augmentation du sucre sur les prairies a d'importantes conséquences sur la digestibilité des rations dans leur globalité, qui ont entraîné de nombreux problèmes d'acidose en élevage caprin, ce qui fut le cas cette année. On ne peut pas dire que l'augmentation de taux de sucre n'a aucune incidence sur la digestibilité. Voilà, c'est un peu long. Oui.
Merci pour cette remarque. Oui, donc je pense qu'il y avait... Alors cette partie-là, c'était issu de Biblio, hein, c'est pas des résultats qu'on a obtenus nous. Je pense qu'il y a à la fois un petit raccourci et une petite erreur de traduction. En fait, ceux qui disaient, je suis allée rechercher pendant que Benoît parlait, l'article, c'était les sucres non fibres. Donc si ça pour les gens qui s'y connaissent là-dedans, et moi je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est pas vraiment mon domaine, mais si quelqu'un est intéressé, je peux donner l'article qui vient donc il y a un papier de l'INRA de Clermont. D'accord, c'est bon pour la réponse? Ouais. Donc après, très complet, mais... après pour Benoît, Jean-Luc Pull qui nous pose la question, quel scénario climatique est pris en compte pour cette approche agronomique? Je pense qu'il pense au scénario du GIEC, j'imagine. Alors, c'est un scénario qui n'est pas forcément le plus pessimiste. Voilà, les projections d'AP3C, quand on discute aujourd'hui avec le météorologue, nous disent que on est plutôt optimiste, en fait, même dans certains cas. En fait, c'est pas pour remonter le moral de tout le monde, mais comment dire, les scénarios, ils ont été mis au point en fonction aussi d'hypothèses d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, les tendances climatiques, en fait, aujourd'hui, elles sont même plutôt, aujourd'hui, elles vont être même revues à la hausse, je pense, par le GIEC. Donc les scénarios qui ont été c'est plutôt un scénario assez pas trop pessimiste finalement, mais peut-être pas assez. Les efforts qui sont faits autour du changement climatique, enfin, ce qu'on nous annonce pour les années à venir, là, d'ici 2030, est-ce que ça n'aura pas une influence sur jusqu'à 2050? Vous ne le prenez pas en compte, ça, le fait que les États se mobilisent et peut-être changent un peu leur fusil d'épaule? Si nous, on est resté à l'horizon 2050, je dirais que le climat de 2050, il est déjà fait, quoi, en fait. Parce que c'est lié aussi à des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu actuellement, en fait. Il y a un effet d'inertie, en fait, hein, climatique entre l'effet CO2 et le changement climatique qu'il va y avoir derrière. Donc, le climat d'aujourd'hui et la traduction des émissions à gaz à effet de serre qui ont eu lieu il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Donc, on serait à peu près dans les 20-30 années. C'est peut-être pour ça aussi que dans la P3C, on s'est arrêté là. Parce qu'il y a peut-être, en effet, en fonction des scénarios et des choix politiques qui sont faits aujourd'hui, peut-être que ça va changer la donne à partir de 2050. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on voit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si Aurélie, tu veux dire autre chose? Oui, peut-être pour compléter. Alors, nous, dans Climalais, on n'était pas sur ce scénario-là, on était sur on va dire, pessimiste, c'est-à-dire celui dans lequel il n'y a pas de politique du tout. À la fois parce que d'un point de vue pédagogique, ça montre on voit plus d'effets, donc c'est peut-être plus facile de réfléchir à l'adaptation face à des gros effets. Aussi parce que se préparer au pire, ça veut dire que ça implique que si finalement c'est pas le pire qui se produit, bah, on aura quand même réfléchi. Il vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre. Et aussi, alors ça c'est la minute négative du jour, parce que depuis 30 ans, peut-être que le GIEC existe et qu'ils font des scénarios, on est toujours sur au-dessus de la courbe du scénario pire. Donc voilà pour ça. Après, oui, bien sûr, ces scénarios-là, c'est le rapport de, je crois, 2015. Probablement que dans le prochain, ils vont être un peu remaniés en fonction de ce qui se sera passé depuis. Très bien. On nous demande le résultat du sondage qui avait été fait en début d'intervention. Oui. Quelles sont les bonnes réponses? Pardon.
Non, mais Attends, je c'était, partage. ça fait le Et, vas-y. J'ai noté, ouais, en fait, au niveau de l'impact, forcément, 75, enfin, au niveau de l'impact du changement climatique, il y a les deux domaines qui sont les plus impactés, c'est le sol à 74%, ça a été cité, et l'animal à 55%, et suit après à 33% la partie bâtiment. Bon, ça fait le lien avec les leviers qu'on travaille aussi aujourd'hui avec les agriculteurs. Juste dire un mot par rapport à ça, c'est que souvent, on aurait tendance peut-être à vouloir mettre en œuvre les leviers, c'est normal, les plus faciles et les moins impactants dans un système. Donc, je dis ça parce que, on va dire, les leviers sol, peut-être, sont des fois un peu plus faciles à mettre en œuvre que le levier animal. Enfin, je dis ça, par exemple, décaler des dates de vélage dans un troupeau pour essayer d'améliorer et diminuer les stocks à utiliser, c'est quand même plus compliqué à mettre en œuvre que changer les espèces d'une prairie, quoi. Donc, c'est une remarque que je fais, c'est-à-dire que faut pas oublier tous les leviers là. Faut pas oublier, voilà. Quand on travaille sur le changement climatique avec les agriculteurs, faut vraiment tout balayer, quoi. Et parler aussi de la partie bâtiment et ambiance bâtiment, bien sûr. Donc ça, c'est les trois leviers, ça tombe bien, c'est les trois leviers choisis dans le sondage.